Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur le discours de Powell, tout simplement, et plus ou moins, qu'est-ce que nous a dit Powell qui pourrait être extrêmement inquiétant pour la suite, ou alors est-ce qu'on a juste eu un mouvement naturel de ce qu'on va appeler un sell de news, c'est-à-dire que Powell nous avait déjà dit, je sais plus la date, mais on va regarder ça ensemble, à une certaine date, qu'il allait faire du 0,5 à cette date-là, donc naturellement, le marché a vendu la news, il a acheté la rumeur, et quand la news est sortie, il l'a vendue. Donc ça va être le principal, on va dire, sujet du jour. Est-ce qu'on est sur un mouvement important, là, qui est en train de démarrer, c'est-à-dire une grosse correction? Le marché doit tout simplement se reset, parce que Powell nous a dit des choses qui étaient pas cool, ou alors est-ce qu'on est potentiellement sur quelque chose qui peut rester haussier, et à quel niveau on peut estimer qu'on reste haussier ou pas? On va étudier comme d'habitude les liquidités, la fonda, le technique, on va aller voir les news, etc. Mais ça va être principalement l'information du jour. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, et mettre un like. Ça, c'est important. Mettez un like, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça pousse la chaîne vers le haut et ça motive d'avoir effectivement de plus en plus d'abonnés. On doit être pas loin des 5000. J'aimerais bien qu'on les dépasse assez rapidement. Ça fait plus d'un an que la chaîne existe maintenant. Je sais que je fais un contenu qui est très spécifique, hein, c'est vraiment un contenu de niche parce que relativement technique, mais au plus il y a de gens qui écoutent, au plus je me conforte dans l'idée que il y a du monde qui se retrouve dans mes analyses et qu'il y a une utilité à faire tout ça, puisque l'utilité elle est certainement pas on va dire pécuniaire. Parce que sincèrement, si je vous montrais les chiffres de ce que me fait gagner YouTube, etc., vous me diriez, arrête tout de suite de passer 1 heure par jour à faire des analyses, ça ne sert à rien. Petit aparté, mis à part, du coup, on est là donc sur le BTC face au dollar. On est ici, on avait prédit, enfin on avait dit que potentiellement ça allait nous donner un sell de news, cette histoire de FOMC. Les bons résultats du CPI qu'on avait plus ou moins anticipé aussi, nous on était plutôt sur quelque chose autour du consensus, mais voilà, on a eu des bons résultats du CPI, vous voyez que ça nous a donné cette poussée là, et puis derrière on a cette assez forte correction, alors je sais pas à combien on est de pourcents, mais on est voilà autour d'un -5 depuis le plus haut de hier soir, donc c'est quand même assez conséquent. Joli short à prendre pour ceux qui l'ont pris. Pour les autres, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on reste en longue? Ça dépend bien entendu de la time frame et du mouvement et de votre psychologie aussi, bien évidemment. Néanmoins, quand on va regarder, et c'est ce que j'ai fait dans la foulée, le discours de Powell, qu'est-ce que nous a dit Powell? On va d'abord aller voir les news et on va d'abord aller voir à quel prix Powell nous avait tout simplement annoncé. Ça, c'est mon graphe de news. Vous voyez que toutes les news importantes, elles sont consignées sur ce graphe et j'en garde une trace. Je vous invite à faire pareil parce que c'est vraiment assez pratique. Et là, en fait, Powell nous avait dit à cette date, donc le 29 novembre, donc il y a de ça 16 jours, que ils allaient potentiellement ne monter que de 0,5% au lieu du rythme actuel qui était de 0,75 au meeting qui a eu donc eu lieu le 14 hier. Et depuis, on avait fait une hausse assez conséquente. Elle n'est pas forcément uniquement liée à l'annonce de Powell, plus 15%. Elle est forcément liée aussi au bon résultat du CPI. Tout simplement, quand est-ce qu'on a eu le bon CPI? Eh ben, on peut estimer que c'était au début de cette ouverture-là, quelque part par là, ou en milieu de journée. Mais bon, on prend ici les ouvertures pour faire plus simple. Et en l'occurrence, on a une variation sur l'annonce de Powell, si tant est que ça n'ait été que ça, qui est de 7% à la hausse. D'accord ? Pour l'instant, on a corrigé, je vous l'ai montré, 5% à la baisse, donc on n'a pas corrigé nécessairement toute cette news, si tant est qu'on a été acheté sur cette news. Pour moi, en termes d'action de prix, tout simplement, je regarde que à l'instant T, on n'est pas encore venu retest un support conséquent qui est autour des 17,2. Ça serait peut-être pas mal de venir le retester comme un support dorénavant. Donc voilà, ça c'était si on est sur un sell de news, potentiellement que soit c'est terminé déjà, c'est-à-dire que
effectivement on s'arrête ici au premier arrêt. Si on prend la hausse qui s'est passée depuis l'annonce de Powell jusqu'à ce moment-là, le premier arrêt il est à 17,4, vous voyez qu'on n'en est pas loin. On s'arrêterait ici autour du premier arrêt pour repartir. Sinon on a plus ou moins une zone premium qui serait à maintenir autour d'un 0,5, c'est-à-dire que là vous le voyez que c'est parfaitement le support des 17,2. Ça voudrait dire tout simplement, là on recorrige, mais on reste, on va dire, dans la zone premium. On rentre pas dans une forme de zone discount qui annihile un peu plus cette news que ce qu'il ne se doit. Maintenant, qu'est-ce que nous a dit Powell? C'est ça la question, puisque si on vend juste la news de on a effectivement une sorte de pivot partiel, si je peux appeler ça comme ça, 0,5 au lieu de 0,75, on ralentit le rythme de la hausse des taux. Qu'est-ce que nous a dit Powell pendant son discours et qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ce discours-là? Donc là, je vais lancer un long aparté puisque ça va être une analyse du discours comme je fais à chaque fois. Concrètement, Powell arrive, il nous fait son discours comme d'habitude au départ. Il nous dit, nous, notre boulot, c'est de ramener l'inflation sous les 2%. Ça, c'est pas nouveau. Il nous le dit à chaque meeting. On a eu des effets ressentis de notre politique. Effectivement, il y a une baisse globale, on va dire, du niveau du CPI et du coup, je vais vous montrer la charte pour ceux qui sont, on va dire, nouveaux sur la chaîne, mais globalement, effectivement, on a une diminution, on a un pic de l'inflation, on va dire le headline, qui diminue assez fortement, et ce, depuis le mois de juin. Et puis au niveau du core CPI, donc ce sur quoi vraiment la Fed agit, on a une baisse dorénavant qui est en train de se mettre en place depuis août. Et quand on regarde effectivement les prix du BTC, on a effectivement un BTC qui en ce moment dépend énormément des datas autour du CPI, on va dire ça comme ça. C'est pas non plus, il n'y a pas que ça qui fait le prix, puisqu'on a eu le fameux FUD FTX au milieu, mais globalement on avait quand même ici pricé tout ça en amont au niveau de cette correction de l'inflation. Ensuite on a effectivement cette mauvaise nouvelle comme quoi l'inflation de l'offre réaugmente. On a vu également d'autres choses ici, mais globalement ici on a amorcé une tendance haussière relative depuis le 10 novembre, et sachant que ici le plus bas avait été trouvé et que c'est à peu près par ici que notre ami Powell, j'avais noté ici tout à l'heure le plutôt autour du 29. À partir de là, on sait que on va avoir ce fameux pivot partiel de la Fed. Mais beaucoup de gens le price depuis déjà un certain temps. Mais je vais continuer ici sur le discours et après je vais vous faire vraiment un point là-dessus. En gros, Powell nous dit il reste du boulot. On va faire 0,5 cette fois-ci, mais on va continuer à augmenter. On va continuer aussi à réduire la balance de la Fed, c'est-à-dire on va continuer à vendre tous les actifs qu'on avait achetés en imprimant de l'argent. On a un PIB qui pour le moment est de 0 sur l'année, puisqu'on a eu 2 trimestres négatifs. On a eu ce trimestre-là qui était à 0,9, mais globalement on peut estimer peut-être que les projections nous donnent un dernier trimestre autour de 0,5. Donc on va avoir une année positive à 0,5, donc relativement neutre on va dire. On a un marché de l'immobilier qui corrige assez fortement, donc ça c'est encourageant, mais en même temps il dit pas que c'est dangereux, mais moi je pense que c'est dangereux, puisqu'on a pris à peu près moins 25% aux US, mais ça c'est pas Powell qui le dit, c'est moi. Ensuite on a un secteur de l'emploi qui reste fort, c'est-à-dire que les salaires continuent à augmenter, même si on trouve une légère diminution dans le secteur de l'emploi, et c'est ça qui inquiète énormément Powell, c'est aussi cette continuation dans la hausse des salaires, malgré une politique restrictive de la Fed. Dans les projections, on peut se dire que globalement, et c'est là que c'est assez important, mais je vais y aller dans les questions. Je vais plus utiliser le concept de projection dans les questions, ou alors non, je vais vous les montrer maintenant. C'est là que en fait vraiment le marché pourrait dire il y a un red flag de la part de Powell, et parce qu'il y a un changement dans les projections. Il n'est pas extrêmement important. Si jamais je vais voir ici sur le bureau de la Fed, vous voyez que ça c'est les projections. Alors les projections c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez tous les acteurs des meetings de la Fed, donc ils sont au nombre de je sais pas combien, là il faudrait compter ce nombre de points, qui votent en disant leur projection pour l'année, plus ou moins, enfin leur projection pour les 3 prochaines années. Et ici vous voyez, bon c'est normal, puisqu'on est en décembre là 2022, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement on sera à 4,25 puisque c'est le cas, puisqu'ils viennent de voter pour ça. Et on avait des projections ici qui s'arrêtaient auparavant autour des 5%.
Et là, vous voyez que la totalité quasiment du board, en fait, est en train de voter le fait qu'en 2023, on va aller au-delà des 5%. Je rappelle que là, on est en ce moment à 4,25-50%. On va d'ailleurs mettre ici, le prochain meeting aura lieu le 1er février. En ce moment, on est déjà au 4,25, 4,50. Et vous voyez que le marché est déjà en train de nous dire, bon, bah, sans problème, il y a 56% du marché qui pense que Powell va nous donner du plus 0,5 et c'est la principale question à laquelle on va répondre derrière. Est-ce qu'on pense, nous, qu'il va nous donner plutôt du 0,25 ou il va nous donner du potentiellement plus, etc. Donc ici, on a déjà la moitié du marché qui pense que la prochaine hausse, elle sera de 0,50, d'accord? Et ça, c'est pour le meeting du 1er février, donc qui aura lieu désormais dans un mois et demi. On revient sur la charte et on continue, on revient sur les projections. Ici, ces projections-là, auparavant, elles nous annonçaient un taux terminal à 5%. D'accord? Si je vais ici, je reviens sur le statement précédent. Donc là, vous voyez qu'on était au matériel de projection du 13-14. Si je reviens à ceux qu'on avait eu tout simplement en septembre dernier et que je vais voir les projections de la part des membres de la Fed, vous voyez qu'en 2023, on nous avait dit on dépassera pas les 5%. Pour nous, on en est là, voilà. Et là, malgré les bons résultats, c'est-à-dire effectivement une inflation qui corrige, etc., vous voyez que ce que le marché pourrait ne pas aimer, c'est qu'effectivement, on est passé au-dessus des 5%. Donc la question ici, c'est pas simplement à quelle vitesse, c'est où est-ce qu'on va, d'accord? La première question, c'est ça, c'est quel est le taux terminal, celui auquel la Fed est censée s'arrêter. Et là, vous voyez qu'on a eu une augmentation entre les deux matériaux de projection de ce meeting et de celui-là, on est passé au-delà des 5%. Et le marché notait 5% comme un niveau terminal effectif. C'est-à-dire que pour le marché, on a cette hausse, on est désormais à 4,25, 4,50, on va compter 4,50, il y aura une dernière hausse et c'est fini. Donc ça, effectivement, le marché peut mal le prendre et effectivement, ça irait dans le sens que on n'est peut-être pas juste sur un sell de news par rapport aux 0,5 annoncés qui effectivement ont été faits, on est peut-être dans quelque chose qui va nous donner un dip plus important. Ok ? Donc là, j'ai fait vraiment le point le plus important pour moi sur ce que nous a dit Powell et quelles sont les projections et qu'est-ce qu'il se passe exactement. On pourrait avoir un taux terminal qui désormais est plus annoncé autour des 5,25. Donc on a pris 0,25 au niveau du taux terminal alors qu'avant on était potentiellement à un 5% max. Les choses ensuite que va nous dire Powell, c'est que oui, le CPI est bon en gros, mais il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Les projections pour les taux d'inflation, je sais pas si je l'ai quelque part, je vais mettre en pause, je vais vous sortir ça, attendez. Voilà, donc les projections d'inflation pour le moment, pour la Fed, parce qu'il n'y a pas seulement la question de où on va, il y a aussi la question de quand est-ce qu'on commence à s'arrêter et à pivoter, d'accord? Et concrètement, le boulot de la Fed, c'est de ramener l'inflation à 2%. Et là, vous voyez qu'on nous dit que l'inflation ne sera pas, c'est en tout cas les projections de la Fed, l'inflation ne sera pas à 2% avant 2025. Donc la grande question, c'est tout simplement, est-ce que la Fed va réellement commencer à pivoter en 2023 ou pas? Et ça fait partie des questions qui ont été posées à Powell, donc c'est bien évidemment quelque chose qu'on va aborder. Donc, vous voyez, pour l'instant, la Fed nous dit, nous, on voit pas d'inflation à 2% avant 2025, donc ne vous emballez pas. Le marché, lui, est plutôt en train de penser que autour de la fin 2023, on aura déjà plus ou moins un pseudo pivot, un réel pivot, c'est-à-dire un moment où la Fed décide de ramener ses taux dans des secteurs beaucoup moins restrictifs. Et là, on amorce les questions. Du coup, j'ai déjà fait une bonne partie de l'analyse dans le discours de Powell, mais on amorce les questions. Les questions, elles sont lesquelles? D'abord, on a un journaliste qui demande cette question par rapport aux projections, c'est ce que je voulais vous montrer. Et principalement, Powell nous dit effectivement, ça va dépendre des datas. Encore une fois, il se cache, enfin, il nous dit que, bien évidemment, ils vont lire tous les PCE Records et tous les CPI Records qui vont se fournir à eux jusqu'au prochain meeting en février et que, bien évidemment, ils vont être énormément data dépendants.
La deuxième question, c'est plus ou moins sur la projection. Vous nous dites qu'il nous reste encore à peu près 0,75% d'augmentation si on en calcule votre target, mais à quel rythme on va y aller? Et là, Powell nous dit on a déjà monté de 425 points, donc 4,25%. Et là, c'est plus la vitesse qui compte, mais plutôt combien de temps on va rester en haut. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on entend entre les lignes en fait dans cette réponse de Powell, c'est plus ou moins de dire que il va nous donner un 0,25 au prochain, et puis un 0,25, et puis un 0,25. Tout dépendra des datas. S'il a une très mauvaise data, il pourra nous donner un 0,5 ou un 0,75, même le faire en une fois. Mais là, il est en train de nous dire on est déjà en secteur restrictif au niveau des taux. On n'a pas réellement ici besoin maintenant de parler de vitesse. La question étant plutôt à combien de temps on va devoir rester à 5,25. Et donc du coup là, ça enlève la question de la vitesse, qui était plus ou moins la question actuelle, qui était de dire mais là on se prend des 0,75 à la suite. Cette question-là n'est plus une question pour moi. Ensuite, on a une autre question qui dit pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas qu'on est déjà en récession? Vous avez parlé ici, effectivement, d'une année qui va être pseudo-positive, 0,5% au final, et vous avez parlé que vous alliez accepter une hausse du chômage de 1%, donc monter à 4,7, puisqu'on est aujourd'hui à 3,7. Pourquoi aujourd'hui on peut pas dire qu'on est en récession? Et là, Powell nous dit, mais non, mais 4,7, c'est déjà encore un marché du travail qui est très fort. Moi, j'appelle pas ça du tout une récession, puisque vous savez que la définition de la récession a plus ou moins changé, puisqu'on est dans un nouveau domaine, un nouveau paradigme où on a eu 2 trimestres négatifs de croissance, mais que dans le même temps on a un plein emploi aux États-Unis. Donc effectivement, c'est pas une vraie récession, c'est difficile de l'appeler comme ça, et on en a même changé la définition. Donc techniquement, la récession n'a pas la même définition que par le passé. Ensuite, on lui pose clairement la question, vous allez augmenter de 25 au prochain meeting ou pas? Il dit pourquoi pas, mais encore une fois, ça dépendra de la data. Donc là, il botte un petit peu en touche, mais il a plus ou moins, pour moi, dit que ça serait un 0,25 au prochain meeting. Enfin, moi, je le prends comme ça. La question suivante, c'est est-ce que c'est la hausse des salaires qui vous inquiète? Et est-ce que c'est la hausse des salaires qui a fait que vous avez augmenté vos projections, puisqu'on a eu effectivement des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation, on trouve qu'il y a une belle réduction. Est-ce que c'est la hausse des salaires? Donc est-ce que c'est plutôt cette tension au niveau du marché de l'emploi? Et ça, j'en avais parlé quand j'avais fait l'étude autour du marché de l'emploi qui était resté à 3,7, mais où on avait une hausse du hourly earnings, c'est-à-dire les salaires horaires augmentent. Et là, Powell nous dit oui, en effet. Quelque part, on a un peu peur que, parce que les salaires augmentent plus vite, on va dire, que nos targets d'inflation. Si jamais on avait une augmentation des salaires qui ne soit que de 2%, ce qui est notre target d'inflation finale, à ce moment-là, on serait OK. Mais là, on a une augmentation des salaires qui est largement au-delà, si on regarde le monthly, et si on reste sur ce rythme-là, effectivement, ça nous inquiète un petit peu. Il nous dit que le secteur des biens a corrigé au niveau inflation, donc le goods service, c'est-à-dire les biens, les vrais biens. Par contre, tout ce qui est housing, le goods, j'ai dit service, mais le goods secteur, le secteur des biens. Et par contre, tout ce qui est housing et services, housing étant plus ou plus ce qu'on appellera le secteur de la construction, ce genre de choses, voilà, et plus ou moins les loyers. Eh bien ces secteurs-là n'ont pas suffisamment corrigé pour nous pour vraiment amener une baisse de l'inflation substantielle. Ensuite, la question suivante, le journaliste pose la question, le marché price un pivot en 2023, mais pas les projections. Les projections, vous nous dites que vous allez rester en haut toute l'année 2023. Et là, Powell botte en touche, il dit, si on a de la très bonne data, on pourra peut-être ici pivoter, mais c'est très peu probable en ce qui me concerne. Et il dit clairement que pour lui, il y a de très bonnes chances qu'on reste à ce taux très haut toute l'année 2023. Ici, ça enlève, si jamais on se frappe une grosse récession, on va dire, en 2023, bien évidemment que la Fed va cutter avant que l'inflation n'atteigne les 3 ou 4%. Il faut ici être
Si d'un coup on a un taux de chômage qui pousse au 8-10%, comprenez bien qu'il y aura un pivot de la Fed, c'est évident. Mais la grande question ici, c'est est-ce qu'on va réussir un atterrissage en douceur? Et ça fait partie d'ailleurs, c'est la dernière question, mais je vais sauter du coup et passer à la dernière question. Est-ce qu'on va réussir un atterrissage en douceur? Et Powell nous dit, on va rester restrictif très longtemps. On va voir ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi. Encore une fois, il se cache un petit peu derrière la data, mais pour lui, ça n'est pas impossible d'éviter une récession et de pratiquer un soft landing, un atterrissage en douceur. Question suivante, est-ce que la politique le relâchement de la politique anti-Covid en Chine va-t-il provoquer une baisse, si vous voulez, de l'inflation de l'offre, tout ce qui va être plutôt autour des commodités, ou une hausse? C'est une bonne question, puisque la Chine produit pour le monde entier, donc si jamais ils pratiquent des politiques qui sont moins restrictives au niveau du Covid, ça va régler beaucoup de problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement au niveau du monde entier, mais par contre ça risque de recréer une demande assez forte en pétrole, en transport, etc., toutes ces choses-là, donc ça risque de faire augmenter les commodités comme de les faire baisser, et là, Powell nous dit qu'effectivement c'est une situation risquée, mais que pour lui ça reste quelque chose de plus ou moins neutre en ce qui concerne plus ou moins son boulot, ses data à lui. Je rappelle que Powell ne peut pas agir sur les commodités tout simplement. Et ensuite, on lui pose la question, mais on a eu un très bon reading, là, on a eu une très bonne lecture au niveau de la data sur le CPI actuel, qu'est-ce que vous en pensez réellement, etc. Il dit, oui, c'est une super réduction, ça s'est bien passé, effectivement, on a eu une très bonne réduction, mais on n'a pas encore la confiance que on va rester en ligne avec les attentes. Donc oui, c'est une jolie data, mais pour moi, c'est simplement le chemin normal, et on continue à augmenter, et on continue à avoir effectivement des expectations, des attentes qui vont être plus hautes, effectivement, et à 5,25%. Mais cela dit, on n'est pas du tout à la target. Donc ce que je vous expliquais là, c'est déjà pour ceux qui pensent que la Fed peut accepter une inflation par exemple à 3,5, quelque chose comme ça, et moi je pense que ça serait la meilleure chose à faire, parce que sinon on risque de complètement flinguer l'économie, mais c'est moi, je suis pas Jérôme Powell, mais accepter une inflation à 3,4 pendant un certain temps, rester restrictif avec cette inflation à 3,4 et attendre que ça se calme, pour moi il faut pas chercher les 2% comme ça d'une manière hyper forte, parce qu'on risque de tout flinguer en même temps. Mais c'est mon avis, c'est pas celui de Powell, et Powell réaffirme son intention de redescendre à 2%, et c'est tout, et c'est son boulot. Il l'a déjà dit dans suffisamment de meetings pour pas que ça soit une surprise pour le marché. Donc ça c'est mon avis et pas du tout celui du marché. Donc néanmoins ici, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de structure et qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme je vous l'ai expliqué, on corrige une partie de la hausse depuis que Powell nous a annoncé effectivement les 0,5. Donc là on est sur le premier arrêt depuis cette dernière petite poussée qu'on a eue là. Donc ça c'est pour la structure. Maintenant si je regarde la structure depuis BTC, on a des chances de correction importantes. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'applique tout simplement une façon assez simple de dessiner 5 vagues, si par exemple, alors là en l'occurrence ça serait une diagonale, puisque la 4 voyage dans le territoire de la 1, etc. Donc voilà, mais on aurait ici potentiellement une correction plus importante qui pourrait se mettre en place, que ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière d'une manière générale. C'est-à-dire que ici, un retour par exemple dans la zone des 16,9 à 16,5 ne voudrait pas dire que c'est fini, on redescend et on va cracher. Un retour dans cette zone-là, la zone d'une 2 d'Elliott, un retour au 0,6, donc aux 16 500 $, en partant comme on a eu cette poussée au niveau du prix actuel, ne serait pas inquiétant. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, là déjà 16 500, on n'a pas vraiment de support dans cette zone-là. Non, pas de support marqué, mais en tout cas, voilà, revenir tester les 17,3 pour moi c'est une question de temps, mais je peux me tromper encore une fois aussi. On peut repartir à partir de là. Revenir tester, là on a un joli support aussi autour des 16,8. Je pense que ça pourrait être dans les clous. Pour moi, on a des bonnes chances de gagner le 17,3, mais ça, encore une fois, c'est que de l'action de prix. Et encore une fois aussi, pour le moment, une correction n'est pas mauvaise à prendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a de la liquidité ici en dessous, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement la nettoyer. On a de la liquidité dans cette box-là, on le sait aussi, mais ça ne veut pas dire aussi nécessairement qu'il faut la nettoyer. Donc à partir de là, on va faire l'analyse, on va dire, normale qu'on fait d'habitude pour essayer d'aller voir où va aller le prix en fonction des liquidités.
J'ai déjà fait 23 minutes sur Powell. Bon, à chaque fois c'est un peu long hein, l'analyse du discours, mais je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose de complet. Personne le fait, je trouve, en francophone, donc c'est bien de le faire. Et voilà, j'endosse cette partie-là du job avec grand plaisir. Donc, à partir de là, on regarde les news. Et les news, principalement pour moi, en ce moment, ma routine, elle consiste à aller voir combien de BTC sont sortis de Binance, parce que c'est un des FUD actuels. Aujourd'hui, on perd 7000 BTC sur Binance, c'est beaucoup moins qu'hier, où on en avait perdu 45 000. Donc, je trouve que ce truc est peut-être potentiellement en train de se calmer. Hier, on a eu un Twitter Space de la part de CZ qui a dit, non mais vos assets, ils sont à 1 pour 1, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez retirer si vous voulez, c'est votre choix. J'ai aucun problème avec ça. Allez-y, retirez. Je vais pas vous dire de laisser si vous n'avez pas envie de le faire, mais pour moi, nous, le niveau de FUD auquel on est capable de résister est de l'ordre de 100%. C'est-à-dire que si vous retirez tout, Binance sera toujours vivant. Et là, on voit que Binance est revenu au niveau pré-FTX. C'est-à-dire là, on avait une sortie de tous les bitcoins sur tous les exchanges. Et puis là, finalement, beaucoup de gens qui avaient renvoyé leur bitcoin sur Binance. Donc Binance avait, entre guillemets, gagné des parts de marché. Et là, vous voyez que Binance est revenu au niveau pré-FTX. Donc on avait quand même eu une sortie de 60 000 BTC. D'après CoinGlass, Binance aurait perdu de 588 à 522, on va dire 50, à peu près 8-10% de tout son portefeuille au niveau des BTC. En tout cas, j'ai pas regardé les autres assets, mais au niveau des BTC, c'est à peu près ça l'ampleur. Globalement, on peut plutôt estimer, si on compte tous les assets confondus, que Binance a à peu près perdu entre 5 et 6% du portefeuille client sur la totalité. Donc c'est pas non plus un bank run, hein, c'est plutôt ici relativement doux, mais il y a un FUD autour de Binance, donc on continue à vérifier aujourd'hui ce qu'il se passe, puisque si jamais on mettait Binance sur la sellette, vous comprenez que ça serait quand même une bonne partie de la crypto qui serait dans la merde. Et là, l'idée, encore une fois, c'est que tous les matins, il s'agit d'aller voir... excusez-moi l'image, mais il s'agit de effectivement aller mettre le doigt dans le cucu du marché et de sentir pour voir si vraiment ça sent la merde ou pas. Et là, l'idée, effectivement, c'est quand même d'aller voir en premier le plus gros FUD du jour, qui est celui-ci. J'ai regardé hier des trucs sur FTX et j'ai regardé en fait une partie de... Parce qu'en fait, il devait y avoir un témoignage au congrès de la part, c'était aujourd'hui, mais hier, John Ray, qui est le gars qui s'occupe de la liquidation de FTX, a fait ses commentaires à lui. C'est-à-dire qu'il a été appelé devant le Sénat, devant le congrès, par rapport à l'affaire FTX, et c'est quand même hallucinant ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il dit que si vous voulez, la comptabilité de FTX, qui à un moment donné pesait quand même 32 milliards, je crois, et le trou, il est de 8 milliards, la comptabilité, elle était faite sur QuickBooks. QuickBooks, c'est un peu le logiciel que pourrait utiliser, on va dire, l'artisan du coin, quoi. QuickBooks, normalement, c'est pour faire trois opérations par jour. C'est vraiment pas du tout un truc qui est adapté à une boîte qui pèse 32 milliards. Et là, on se demande effectivement, mais que fait la régulation américaine à un moment donné de permettre, c'est vrai, enfin, ça paraît quand même incroyable que ces mecs-là faisaient leur comptabilité. C'est comme si on vous disait que, je sais pas, 32 milliards, ça doit être à peu près la taille de... Je pense que c'est pas loin d'être la taille d'EDF, hein. À vérifier quoi, mais à vérifier la capitalisation d'EDF, mais voilà, que EDF fait sa compta sur maconta.fr ou je sais pas sur comment ça s'appelle, Ciel Pay, voilà, le Ciel Compta ou voilà. Donc c'est vraiment hallucinant. Cette histoire est complètement hallucinante, ce qu'il est en train de se passer. Visiblement, donc on en a parlé hier, on continue sur FTX, on fait vite fait le truc pour essayer d'avancer. D'avancer quand même sur le reste. Visiblement sur FTX, ce qui se passe, c'est que effectivement notre ami est en tôle. Je sais pas à quoi ça ressemble la tôle aux Bahamas, mais faudrait voir comment est sa cellule, etc. Mais visiblement, il a demandé à en sortir tout de suite, donc à payer une caution en fait et à être dehors. Et sa caution a été refusée. Il a demandé pour des raisons de santé, parce qu'il était vegan, parce qu'il fait des insomnies, parce que il a un peu tout essayé et ça a été refusé. Visiblement aussi, alors ça c'est plutôt encourageant, on a une extradition qui va se faire puisque SBF a été arrêté à la demande des États-Unis et visiblement on a quand même ici un attorney, donc un procureur qui est assez vénère au niveau de la cour de New York et j'ai regardé aussi deux trois via un autre channel hein, qui s'appelle
Crypto Banter, que certains doivent connaître. J'ai regardé du coup la partie où la tournée essayait d'expliquer à quel point c'est une fraude, etc. Et visiblement, on a une action conjointe de la SEC, la CFTC, plus le FBI, qui visiblement tomberait sur SBF. Donc ici, on a quand même du monde. Alors, est-ce que c'est politique ou pas? On sait que visiblement, des dons ont été faits aux deux parties. Hein, là, donc, on peut pas réellement dire si c'est politique. Mais aux États-Unis, on commence à déterrer ici quelque chose d'intéressant là au niveau de Bankman-Fried. Et dans les chefs d'accusation, il y a également financement de partis illégales. Donc du coup, ça pourrait aller loin en termes de où on va creuser, quoi. Donc voilà. Donc j'avais peur, moi, qu'on coffre Bankman-Fried juste pour ne pas qu'il ait à témoigner devant le Congrès. Là, non, visiblement. Ce qu'il est en train de se mettre en place, c'est quand même beaucoup plus costaud. Donc on n'a pas fini de couvrir cette histoire. Malheureusement, on aimerait bien passer à autre chose, mais effectivement, on n'a pas fini de continuer à regarder tout ça. Bon, Michael Burry, on s'en fout un peu. Hein. C'est toujours à peu près les mêmes choses qu'il va nous raconter. Ici, certaines personnes qui avaient dit en amont, c'est encore du FTX. Ici, le fentanyl, qui est un opioïde, vous voyez, il a poussé aux États-Unis depuis 10 ans, mais ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Voilà, donc on passe sur Wall Street Journal, sur The Block. Paradigm, une plateforme qui licencie 15% de ses salariés, sur FTX toujours, Kevin O'Leary qui dit que Binance a intentionnellement tué FTX. Non, FTX s'est tué tout seul parce que FTX c'était une grosse fraude. Donc voilà, pas de compta pour une entreprise à 32 milliards. On va continuer encore une fois à couvrir ça parce que c'est tellement hallucinant ce qui s'est passé. Pourtant la plateforme était vraiment géniale à utiliser, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu quelqu'un derrière de un peu moins débile, quoi. Voilà. On continue ici, donc on a eu les readings autour de Powell, etc. Pas grand chose la semaine prochaine, des news un peu au niveau de l'emploi, donc on suivra un petit peu. Et ici, après la Fed, la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre qui vont probablement augmenter leur taux également. Elon Musk qui a juste vendu 3,6 milliards en valeur de actions Tesla. Voilà. Sur Twitter, on va pas vraiment faire le point. Voilà pour les news. On va aller voir maintenant les liquidités et le sentiment. On a liquidé hier 74 millions, donc ça commence à être de la journée intéressante. 32 millions liquidés sur Bitcoin, 23 millions sur Ethereum. Bitcoin qui est devant en termes d'interest. Et principalement sur les dernières 24 heures, on a liquidé, vous le voyez, plus de short que de long. Et de loin, hein, c'est-à-dire que on avait pas mal de monde ici qui avait shorté l'histoire et en fait ils sont rentrés probablement trop tôt. Il y a eu une dernière jolie poussée juste avant la sortie des taux et on a eu ici pas mal de liquidations au niveau des longueurs. On va désormais aller faire les marchés en levier. Quoi qu'on est jeudi, on pourrait peut-être aller voir les options. Je crois pas qu'il y ait un niveau énorme sur le prochain niveau d'options. On va regarder ça. Bitcoin 13 décembre, on sera à celle du 16. Ouais, bon, c'est déjà plus haut que celle du 23. On a... ouais, c'est pas énorme. Bon, on va quand même regarder, vite fait. Hein, c'est demain, c'est les options. Autant jeter un œil. 16 décembre, on va regarder les options sur Bitcoin. On aura un max pain price à 17 000 $. Et sur Ethereum, on aura un max pain price à 1250. 17 000 $, on a un strike ici au 16,5 et on a un strike au 17,5. On est à combien actuellement? On doit être à 17,6. C'est possible d'ici demain matin qu'on passe sous les 17,6 pour ne pas faire gagner ce strike là. Si les options représentent suffisamment d'argent, vous voyez que le niveau d'option est pas énorme là. On surveillera tout particulièrement pour moi celui du 30 décembre qui commence à être assez costaud. On continue sur les leviers. Alors les leviers, de quoi on s'est occupé hier?
On s'est occupé de ce niveau-là, là, qui était assez conséquent. On est presque venu chercher celle-là, celui-ci, mais on ne l'a pas eu. Comment ça s'est construit? Donc là, on avait eu ce très fort niveau qui a été nettoyé ici depuis. On avait été longué. À partir de là, ça a été nettoyé par le mouvement dernier. Est-ce qu'il y a eu du short en haut de ce mouvement? Non, pas plus que ça. Et puis ensuite, depuis, on est longue jusqu'à ici. Donc on peut considérer que le niveau le plus bas ici est un niveau à prendre en longue, c'est-à-dire celui-ci dorénavant. Voilà. Voilà pour les leviers sur BTC. Donc on parle ici des 17,5 et prochain niveau, on s'en est fortement approché, les 18,4. Est-ce qu'on est shorté à partir d'ici? Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, mais on va pas le noter parce que c'est vraiment sporadique. On surveille en ce moment pas mal les spreads. Est-ce que les spreads redeviennent positifs ou pas? Vous voyez qu'on a un petit quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de peut-être de se mettre en place. On a des moments de spread positifs autour de cette news là. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. On préfère nous avoir une demande au spot qui drive le marché beaucoup plus que une demande qui est uniquement sur les dérivés où en fait on va de liquidation en liquidation en fonction de ce que nous dit le prix. On va maintenant aller voir Ethereum USDT. Je cherchais le nom, je fais ça tous les jours, mais des fois j'ai des blocages comme ça. Alors, Ethereum USDT, vous voyez qu'on est venu chercher ce niveau-là assez facilement. Ethereum, on a été relong à partir d'ici, mais ça a été nettoyé ensuite. Ici, on a été, donc je l'ai dit, relong jusque là. À partir de là, on est short, mais le niveau a tout de suite été plus ou moins nettoyé. On est relong à partir du plus bas ici, donc on aura juste un niveau de long à prendre à partir de ce niveau-là. Voilà, pour moi ça donne ça. Est-ce qu'on s'approche de niveaux conséquents? Vous voyez que sur Ethereum, on n'a pas grand-chose avant les 1005 là. Alors bien évidemment, il y a des choses. Hein. Si on regarde la heatmap, je vais vous le montrer dans les jours derniers, il y a des choses. Mais pour moi, sur Ether, on a des bonnes chances ici à l'instant T de venir faire un tour sous les 1260, qui est le gros niveau qu'on avait noté en 2 pixels, qui est quand même un niveau assez conséquent. Et on pourrait corriger peut-être plus bas sur Ether. Néanmoins, rentrer pour un long ou au moins un petit rallye de soulagement à partir des 1260, pour moi, n'est pas une connerie. On pourrait très bien aussi repartir à partir de là. Pour l'instant, la demande au spot n'est pas en train de repartir. Mais voilà, moi je considère les 1260 comme un support intéressant pour potentiellement, éventuellement, voilà, rentrer un petit long. C'est mon avis, encore une fois. Ne faites pas comme moi si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'avez pas la même lecture. Même ne faites pas comme moi en fait. En trading, il ne faut pas faire comme quelqu'un. Ensuite, ici, BTC, vous voyez qu'on a commencé à corriger une partie du delta hein, sur les 5 derniers jours. On avait noté qu'il y avait beaucoup de positions longues, donc il fallait venir potentiellement les chercher. On était à 8 milliards, on est descendu à 5,30. Pour moi, c'est pas encore suffisant. Donc pour moi, BTC, on pourrait aller chercher autour des 17 150 pour éventuellement nettoyer suffisamment. Maintenant, on peut repartir à partir de là et laisser gagner ces gens-là. Comme je vous le rappelle, on trade ici de la probabilité, on trade pas nécessairement que des chances de... par contre, sur Ethereum, vous voyez qu'on est reset. Est-ce que ça veut dire que ça va s'arrêter là? Pas forcément. On a nettoyé quand même cette grosse position, je pense. Si elle était en levier x25, 1295, vous voyez qu'on est passé, je pense, légèrement dessous. Maintenant, si on devait nettoyer toute la zone de densité là sur Ether, ça nous donnerait un point d'achat à 1232. Et à partir de là, vous pouvez être sûr qu'il y aura du monde qui sera rentré en short et que ça permettra potentiellement un rallye de soulagement vers le haut. J'ai pas travaillé la zone de densité, vous le voyez là sur Bitcoin, mais ça pourrait nous donner quelque chose en dessous des 16,9. J'ai annoncé les 1700 tout à l'heure, mais quand on regarde effectivement ce type de chart, on peut penser qu'il y a déjà quelque chose peut-être à prendre sous les 16,9. On va désormais aller voir la heatmap comme tous les jours, hein, vous connaissez le principe. La heatmap en 12 heures va être une vidéo assez longue, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai fait beaucoup de vidéos je me soignais dernièrement, mais vous voyez que voilà. Et bien là, quand on regarde la 12 heures, on voit qu'on n'est pas loin d'une zone de valeur qui effectivement nous emmènerait vers les 17,3, voire potentiellement vers les 16,9. Ça rentre, hein. De toute façon j'analyse à peu près 2 fois la même chose là, donc c'est normal qu'on ait des convergences. Si ensuite on devait repartir, ça nous donnerait potentiellement un upside jusqu'aux 19 000, c'est à peu près ce sur quoi on avait potentiellement tablé. Maintenant, vous le voyez, il y a quand même du monde en dessous, encore une fois, 16, et voilà. Mais sur la 12 heures, on sent sur ce mouvement que effectivement, ça a long effort, ça c'était l'annonce des taux, ça a long effort ensuite, ça a essayé d'attraper ce couteau là, sur les 12 dernières heures. Pour l'instant, ça continue à essayer d'attraper le couteau d'un rebond, donc pour l'instant, on peut estimer que
à minima 17 000 pour continuer d'attraper ces longueurs pourrait être un niveau cohérent. Et ensuite, on viendra attraper tous les shorters qui étaient rentrés là dans les 12 dernières heures. Ceux qui n'ont pas pris profit viendront potentiellement se faire cueillir jusqu'au 19. C'est une pote, vous comprenez que je mets beaucoup de conditionnels dans tout ce que je dis, et c'est normal, il faut le faire comme ça. Ensuite, ici, quand on regarde la 7 jours, vous voyez qu'on n'a pas grand monde au-dessus par contre, et que on a dans la 7 jours, qui donne plutôt raison en ce moment, je trouve, enfin c'est vraiment pour moi la heatmap 7 jours qu'il faut suivre en ce moment, et ben soit on se dirige sous les 16,3, donc on vient prendre cette grosse liquidité qui s'est accumulée depuis un certain temps, et ensuite on pourra venir éventuellement cueillir autre chose, voire ici vous le voyez, on a du monde sous le bottom, mais là il y a du monde quand même aussi également sous les 16,3. Donc sur la 7 jours, ça nous dit plutôt on va aller même carrément au 16,3. Je reviens sur le prix et je fais ma conclusion. Revenir sous les 16,3, ça voudrait dire perdre beaucoup de support quand même. Ça voudrait dire venir toucher ici cette boîte de liquidité, encore une fois, qu'on a identifiée déjà depuis un moment. Si jamais on revenait sous les 16,3, ça voudrait dire, si on prend la totalité de ce mouvement, carrément venir faire un tour en zone de rechargement de longue, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que la zone de rechargement, vous voyez que j'ai tiré un Fibonacci ici, alors moi mon Fibonacci il est toujours en reverse, mais vous le tirez peut-être dans l'autre sens, sinon vous changez vos... Moi je préfère travailler comme ça, et là en gros on a cette RLZ de tout le mouvement, RLZ signifiant Reload Zone, donc zone de rechargement, qui pourrait tout à fait être une target ici à l'achat. Moi, j'aurais tendance à privilégier une 2D d'Elliott, c'est-à-dire un rebond entre les 0,5, je l'ai dit tout à l'heure, et les 0,618 de Fibonacci, parce que je trouve que le contexte est plutôt haussier. Au sens où on a ralentissement de l'inflation, léger pivot de la Fed. Il ne faut pas juste oublier les news ici qui sont en train de sortir. Il ne faut pas oublier qu'on est potentiellement ici quand même sur des endroits intéressants. Si je vous dis une 2 d'Elliott, ça fait quelque chose entre 16,9 et 16,5. Personnellement, voilà, comme je vous le dis, moi je me positionnerais plutôt quelque part autour des 1700, quelque chose comme ça, si je devais longuer à partir de là. Est-ce que je suis toujours dans mon short là à partir d'ici? La réponse est oui, mais j'ai redescendu énormément mon stop loss, beaucoup plus bas que mon point d'entrée, donc à partir de là, on va dire que mon short du sell de news est en profit. Et que j'ai un risque de me faire sortir à partir de chaque rebond. C'est peut-être d'ailleurs le cas, d'ailleurs, il faudra que je regarde sur les assets sur lesquels je suis rentré. Mais donc globalement, vous voyez que à la fois je vous dis, on peut aller plus bas, mais j'ai quand même sécurisé moi toutes mes positions qui étaient baissières pour qu'elles aient pris profit à ce stade. Donc voilà, encore une fois, possible ici, on attendra la structure, on peut aller la regarder, mais les structures en 15 minutes, qu'est-ce que ça dit exactement? Parce que je vous ai montré ici beaucoup de... Là, on voit ces espèces de petits rebonds ici, qui n'est pas forcément d'ailleurs une structure baissière. Une structure baissière ici, ça serait plutôt de voir quelque chose comme ceci. D'accord, et donc de voir en fait une sorte de bear flag. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut voir là ici? Bon, on voit quand même qu'il y a une forme de, quelque part, une tendance baissière, voilà, qui s'est annoncée, mais la structure en soi n'est pas forcément baissière. Il faudra regarder ici le momentum, etc. Où est-ce qu'on en est, les prochains supports. Pour moi, le prochain support, il est ici, 17,3, donc j'aurais tendance à peut-être jouer un petit rebond là-dessus, sans forcément aller chercher un plus haut, mais un petit endroit où on se soulage légèrement de tous les shorters qui aient pu rentrer sur ce mouvement. On n'est pas drivé, parce que je parle beaucoup par rapport aux liquidités, on n'est pas drivé que par ça, il faut comprendre qu'il y a des tas d'autres choses qui rentrent dans la manière de faire le prix, mais en ce moment, voilà, il faut quand même le suivre parce que c'est un catalyseur énorme, donc si vous pouvez mettre plus de chances de votre côté au niveau du trade, faites-le. À partir du moment où vous mettez des catalyseurs de votre côté, c'est tout à fait une bonne idée que de le faire. Pas d'analyse de momentum aujourd'hui, on fera ça un autre jour, je vous ai déjà saoulé pendant 42 minutes, donc on va ici clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Si j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera, est-ce que vous affectionnez tout particulièrement les bons stylos, ou est-ce que, comme moi, vous êtes sur ce type il est même pété là, vous voyez, ce type
on va dire, de misère. Vous voyez, il rentre même plus, il y a même plus de ce type de misère au niveau des stylos. Et j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit je collectionne les stylos, et en fait je trouve que c'est une très bonne chose à faire. D'abord parce qu'on en a toujours un sous la main si on collectionne les stylos. C'est vrai que effectivement c'est extrêmement agréable d'écrire avec un bon stylo. Et je ne sais pas pourquoi je suis pas plus collectionneur de stylos que ça, parce que effectivement j'aime beaucoup les ball pens, les trucs vraiment de qualité, même ne serait-ce que dans le stylo en plastoc, les trucs où on écrit avec un peu plus de qualité. Et pourtant je suis extrêmement mal chaussé en tant que cordonnier à ce niveau-là. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Et encore une fois, désolé pour cette très longue analyse de ce que nous a dit notre copain JJ, qui est un gros influenceur sur YouTube, puisque tout le monde l'écoute. Mais je pense que c'est important que quelqu'un prenne aussi ce boulot de vous faire une traduction et vous faire une lecture de ce qui a été dit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.